Moi, j'ai quand même remarqué des choses un peu louches. Souvent, on demande est-ce que quelqu'un peut ramener un colis. Plus personne n'accepte ce genre de demande parce que trop de personnes ont été manipulées de cette façon. J'adore ce jeu. Pourquoi ne pas l'adapter au public tahitien? Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que moi je connais qui pourrait aider les autres? À San Francisco, quand j'y habitais, on m'a braqué ma voiture, on a cassé ma voiture 3 fois pour voler des affaires. Il y a une chose par-dessus tout que je respectais chez lui, c'était sa liberté. Yorana à tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de EN Podcast. Aujourd'hui, je reçois un invité pas comme les autres. On a l'habitude de le voir sur les réseaux sociaux en train de donner des petits conseils aux voyageurs et surtout à nos locaux. Ça lui arrive parfois de nous donner des petites astuces pour dormir dans des suites d'hôtels à Las Vegas. Il a travaillé pendant plus de 20 ans dans une très grande entreprise mondialement connue. Il a aussi créé un jeu de cartes qui s'appelle Atarwa. Maintenant, il consacre tout son temps à sa nouvelle activité qui est Teki Travel. Yorana Teki, est-ce que tu peux te présenter? Avant de me présenter, je voulais te dire qu'à chaque fois que je viens à Tahiti, je fais une petite liste des gens que je veux voir. Ok. Toi et Eva, vous êtes toujours en haut. Ça fait tellement toujours plaisir de te voir. Ah, de vous merci voir mon frère. vous deux. Merci. Ouais, je m'appelle Teiki Kimball. Ma maman est locale, mon papa était américain. Ok. J'ai créé un jeu qui s'appelle Atarwa. C'est un peu comme ça qu'on m'a connu sur les réseaux au début. Et maintenant, je gère la page Teki Travels où j'aide les Tahitiens à voyager aux États-Unis. Ok. Bah, ça, c'est super. En 2009, tu as travaillé chez Apple. Et en 2022, tu as tout arrêté pour justement te consacrer à Teki Travel. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce parcours, de cette vie que tu as eue chez Apple, quoi? Ouais, avec plaisir. Alors, comme je t'ai dit, je suis né ici, ou j'ai peut-être pas dit, mais je suis né ici. Ok. J'ai grandi ici, je suis allé à Maïjavoué, l'amener. Et après, à 15 ans, comme mes parents ont divorcé et que j'étais très mauvais élève, je me retrouvais pas du tout dans le système français Ouais. éducatif. Très mauvais élève, très mauvaise note, je n'étais pas du tout motivé. Ma maman m'a proposé de m'envoyer à Hawaï dans un internat où j'habitais à l'école. C'était une décision dure à prendre, mais je suis carrément content de l'avoir prise. Ça a vraiment changé ma vie. C'était vraiment la décision de ma life. Je suis allé là-bas, j'ai appris l'anglais et surtout, j'ai appris à aimer le travail, aimer l'école, aimer le dépassement. Et du coup, après ça, je suis allé à l'université en Californie. J'ai étudié l'économie et la psychologie. Ensuite, j'ai enchaîné sur plein de petits boulots, livreur. J'ai travaillé dans des magasins comme caissier. Et gros coup de chance, vraiment énorme coup de chance, même si j'ai postulé à des centaines de jobs, Apple cherchait quelqu'un qui parlait français et qui connaissait la musique française. Wow. Alors, je te laisse deviner lequel des deux était approprié pour moi. Je parlais français, je ne connaissais pas du tout la musique française, mais ils m'ont invité sur place pour un entretien. Et ma vie a vraiment changé encore plus à ce moment-là, parce que c'était une super boîte et j'ai appris tellement de choses. Et j'ai surtout rencontré tellement de gens super intelligents. Et j'ai vraiment appris à me connaître à ce moment-là. Wow. Et quel était qu'est-ce que tu faisais justement chez Apple? Alors, dans ce genre de boîte énorme américaine tech, ce que j'ai vraiment adoré, c'est que tu avais beaucoup de perspectives d'évolution si tu travaillais bien et dur. Et du coup, mon premier job, c'était vraiment en bas de l'échelle. Ouais. J'étais comme la plupart des gens au début, j'étais en CDD de 6 mois. Ils cherchaient juste quelqu'un pour vérifier l'orthographe des chansons et des albums sur iTunes. Alors, peut-être que les plus jeunes connaissent plus iTunes, mais iTunes, c'est un peu ce qui a révolutionné l'industrie de la musique, où tu pouvais acheter des morceaux sur Internet. Et du coup, comme Apple est super cadré sur le contrôle qualité, où tout doit être absolument parfait, on était une vingtaine à faire ça, à vérifier que chaque chanson avait le bon titre, les bons accents et tout ça. Waouh, mais c'est dingue parce que c'est vrai que à l'époque de iTunes, c'était très important de ne pas se tromper parce que beaucoup de chansons de musique avaient à peu près les mêmes titres. Ouais. Donc, et c'était ton job de vérifier tout ça. Quoi. C'est dingue, tu as dû passer des heures dessus, quoi. Ouais, et surtout, c'était incroyable à l'époque, et toujours maintenant, Apple avait un budget monumental. Ouais. Et le premier jour, j'arrive, on me dit, tu travailles autant d'heures que tu veux. Minimum 40 heures par semaine. Si tu veux travailler 80 heures par semaine, tu travailles 80 heures par semaine et on te paye plus et on te paye ce qu'on appelle overtime, c'est-à-dire 1,5 jusqu'à 2 fois ton salaire si tu travailles plus longtemps. Et moi qui avant était caissier où je gagnais vraiment le grand minimum, j'ai travaillé 50, 60, 70, 80 heures par semaine. Je venais le samedi et je travaillais du matin au soir
parce que ça faisait de l'argent et ça me passionnait et je rencontrais vraiment des gens super, super intéressants. C'est ouf, hein. Et quelles a été tes heures les plus fous que tu as pu faire? On parle de 80, mais est-ce que tu as déjà fait plus que 80 heures? J'ai compté, je crois que mon max était 80. Wow. Après 80, tu commences à plus dormir, tu commences à voir des lumières, des étoiles, tu commences à faire des hallucinations. Mais surtout pendant les lancements chez Apple, Apple avait la fâcheuse habitude, et je crois que c'est exprès, de se caler une deadline, tu vois, une date de sortie très agressive, où c'était limite irréaliste. Et à chaque fois, les 2-3 derniers mois, tout le monde bossait à fond, des heures pas possibles, pour se donner à fond pour le projet. Est-ce que dans la boîte, justement, tu as pu... Il y a des choses assez dingues que tu as pu vivre, ou il y a des choses un peu... Avec beaucoup de pression, tu as pu vivre ces choses-là aussi chez Apple? Ouais. Alors, comme je te disais, Apple, ce qu'on voit de l'extérieur, c'est souvent vrai de l'intérieur aussi. Ah, ok. Ils prennent tout très, très au sérieux. Chaque détail compte. Et du coup, il y avait beaucoup de moments de pression. Et en y repensant, c'était super. Sur le moment, ça faisait très peur. Donc, j'ai dû présenter à des gens très haut placés plusieurs fois. Une fois, j'ai dû présenter devant une salle de 300 personnes sur un projet. Ce qu'on dit est souvent vrai. Les hauts placés chez Apple, ils n'ont pas de temps à perdre. On leur demande de rendre des comptes tout le temps. Tim Cook, à l'époque Steve Jobs, demande des comptes et il n'y a pas le droit à l'erreur. Alors nous, on est quand même plusieurs niveaux en dessous, donc on est un peu protégé de ça. Mais quand le chef de ton chef, de ta chef, de ta chef, de ta chef doit rendre un compte, ça descend vers toi la pression et tu dois deliver, tu dois livrer. Et c'était par moments super, super chaud. Ouais. Mais j'en suis vraiment très content. Avec cette pression qu'il y a eu justement chez Apple, est-ce que tu as pu avoir des, comment on appelle ça, des différends avec des personnes qui travaillent aussi avec toi? Ça t'est arrivé à cause de cette pression-là? Je pense que dans tous les jobs, et surtout dans des jobs dans des boîtes si énormes, les clashs de personnalité vont toujours arriver. Wow. Alors, après ces quelques mois de CDD, d'ailleurs, c'est quelques années de CDD, grâce à mon travail, j'ai pu monter en grade jusqu'à avoir une équipe. Okay. À la fin, quand je suis parti, j'avais une belle équipe. Mais c'est sûr qu'il fallait gérer des personnalités différentes de la tienne. Et le plus gros du job en tant que manager, c'est de gérer les personnalités. Wow. Et j'ai pas envie de mettre la faute sur qui que ce soit, mais quand toi, ce qui est important pour toi, c'est de livrer le meilleur produit possible, mais quand tu vois que quelqu'un d'autre, sa priorité, c'est peut-être son bien-être et son envie de monter en grade, moins que la qualité du produit, là je parle par expérience, ça peut devenir frustrant, mais globalement, franchement, la grande majorité des gens que j'ai côtoyés là-bas, 95% minimum, c'est des gens que je respectais énormément. Ben oui. Pour obtenir un job chez Apple, c'est pas facile. Alors moi, j'ai eu la chance de passer par ce filon, je parle français. Oui. Mais la plupart des gens venaient des meilleures écoles aux US. Moi, je venais pas du tout d'une super école, une école super réputée. Donc, je suis vraiment passé un peu par chance. Mais les gens autour de moi, c'était vraiment des gens de Harvard, de Stanford, enfin des meilleures écoles. Après cette expérience chez Apple, comment ça se fait que tu as tout laissé justement pour te consacrer aux réseaux sociaux, mais avant tout de parler de Take It Travel, tu as créé ce jeu qui s'appelle Ataroa. Comment ça t'est venu cette idée de passer de Apple à ce jeu de cartes que tu as créé? Entre mon départ chez Apple et Ataroa, il y avait quand même, je dirais, 1 an où je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. J'avais décidé de partir d'Apple sans savoir ce qui allait arriver. Et pour remettre un peu le contexte, j'ai perdu mon papa en 2020, pendant le Covid, mais pas à cause du Covid. Et ça m'a un peu chamboulé. Je pense que tous les auditeurs qui ont perdu un membre ultra proche de sa famille comprennent ce que je veux dire. Ça remet un peu les choses en question, la vie en général. Et mon papa et moi, on était ultra proches. Il y a une chose par-dessus tout que je respectais chez lui, c'était sa liberté, son envie d'être libre
il n'a jamais gagné beaucoup d'argent. Il a toujours été très, très modeste, mais il a toujours été libre. Donc, il a fait l'armée aux États-Unis. Donc, il était très, très structuré à ce moment-là. Mais ensuite, il a démissionné de l'armée après quelques années. Et depuis, il a toujours vécu chaque jour comme il le voulait. Et ça m'avait toujours interpellé quand j'étais petit. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, papa? On va jouer au tennis. Et demain, on va faire le tour de l'île à Hawaï. Hein. Wow. Et j'ai toujours gardé ça en tête. Alors moi, je voulais quand même gagner de l'argent pour bien vivre. Mais quand il est parti, je me suis dit, je vais peut-être prendre une partie de ce que j'ai vu grandissant avec lui. Et je me suis dit, je vais prendre le pas, je vais partir. J'ai économisé comme j'ai travaillé énormément. J'ai monté en grade, j'ai quand même économisé assez pour vivre pendant 1 an, 2 ans. Et j'en ai parlé à des amis. Et les amis que je respectais le plus m'ont tous dit, vas-y, je pense que tu as besoin de partir et d'être libre. Et tu trouveras ton chemin. Je suis parti et pendant 1 an, j'ai essayé plein de nouvelles choses. Okay. J'ai appris l'espagnol, j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré une femme superbe. Et Atarwa, c'est un peu venu par hasard. Okay. J'ai joué à un jeu de société une fois avec mes amis et j'ai eu un petit déclic. Ce jeu, j'adore ce jeu. Pourquoi ne pas l'adapter au public tahitien? C'est ça. J'habite pas à Tahiti depuis très longtemps. J'ai l'impression un peu de m'éloigner culturellement de Tahiti. J'ai envie de renouer un peu ce lien avec Tahiti. Pourquoi ne pas faire ça? J'ai toujours voulu faire de l'entrepreneuriat. Allez, je me lance. Voilà. Et c'est fou hein, pour ceux qui nous regardent. Teki, quand il préparait justement ce jeu-là sur les réseaux sociaux, je voyais en fait il demandait un peu des avis en fait un peu à tout le monde. Et je crois que tu as placé dans ton jeu de cartes des personnalités. Et comment ça t'est venu justement est-ce que tu les as rencontrés? Est-ce que tu as pu échanger un peu avec eux justement pour avoir le prénom de Moetai Broderson, Gabilou? Yes. Comment ça s'est passé justement la construction de ton jeu? Ouais. Alors, pour ceux qui n'ont jamais joué, Atarwa, c'est un jeu avec 500 cartes et les 500 cartes contiennent des références locales. Ouais. Comme tu dis, Gabilou, le président, des faits historiques, des personnalités. Et venant de cette école d'Apple où tout était calculé, je voulais prendre aucun risque. J'ai demandé l'autorisation à toutes ces personnes de les inclure dans le jeu. Et donc, sur 500 cartes, je pense que j'ai dû demander l'autorisation à peu près la moitié, 250 marques, personnalités. J'ai envoyé des emails. Et au début, j'ai fait cet exercice juste pour me dédouaner, pour prouver que tout le monde m'avait donné son accord. Mais je suis vraiment content de l'avoir fait parce que j'ai rencontré plein de gens ultra sympas dans ce process. Et la plupart des marques et des personnalités étaient ravis de dire oui. À ma grande surprise, je pensais vraiment me prendre beaucoup plus de non parce que j'étais un total inconnu sur un concept un peu inhabituel. Oui. C'est un jeu de société où tu dois créer des combinaisons drôles. Okay. D'où le nom Atarwa, rigoler fort. Le but du jeu, c'est de rigoler et de créer des combinaisons loufoques. Ouais. On va me dire non, c'est sûr. Mais non. Je remercie d'ailleurs les marques qui m'ont dit oui facilement, qui ont joué le jeu, même des très grandes marques. Ça a fait carrément plaisir. Je pense notamment à Air Inouï. J'étais sûr qu'on allait refuser. Non, Taiki, c'est trop cool. Allez, on signe ta convention, c'est super, génial. J'étais vraiment trop content. C'est dingue ça. Ouais. Grâce aux réseaux sociaux, tu as eu cette proximité justement avec eux. Et je crois que ça a fait mouche parce qu'on s'est justement contacté. Et tu voulais qu'on fasse justement la pub de Atarwa. Ouais. Et finalement, ça s'est pas fait, mais on est resté en contact. Et ça, j'oublierai jamais ce moment-là. Le jour où tu es revenu justement sur Tahiti, on s'était contacté, on s'était vu. Et là, tu as commencé un peu à me parler de Teki Travel. Donc, de Atarwa à Teki Travel, quelque chose encore qui n'a rien à voir, quoi. Et est-ce que tu peux me parler justement de ce déclic que tu as eu pour Teki Travel et qui actuellement marche super bien, quoi. Merci. Ouais. Alors, avant de rentrer dans Teki Travel rapidement, je voulais aussi, c'est pas le podcast où on remercie Heiano et Eva, mais merci pour ta bienveillance parce que même si, comme tu l'as dit, je t'ai contacté pour un projet, ça s'est pas fait,
tu n'es pas rancunier, vous n'êtes pas rancunier, on s'est rencontrés et il n'y avait aucune mauvaise vibe. Alors, merci pour ça. Ce n'est pas le cas de toutes les marques ou toutes les entreprises avec qui tu travailles, que ça ne marche pas, que ça enchaîne ensuite sur une amitié. Alors, déjà, merci pour ta bienveillance. Merci. Takei Travels. Dans le monde du réseau social, que je maîtrise pas super bien encore parce que j'ai commencé il y a à peine 2 ans et demi, il y a une chose quand même qui revient souvent, c'est que pour réussir, il faut traiter d'un sujet que tu connais bien et auquel tu as un avantage injuste. Et je m'explique. En anglais, on appelle ça un unfair advantage. Pour trouver ton thème de prédilection sur les réseaux sociaux, je pense qu'il faut toujours réfléchir à tes connaissances, ce que tu peux apporter aux gens, et une connaissance plus particulièrement que d'autres personnes ne peuvent pas facilement copier ou replicate. Ouais. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que moi je connais qui pourrait aider les autres et qui serait très compliqué à, comme je disais, copier. Ok. Je me suis dit, OK, je parle français et anglais. Je connais bien les States. Les Tahitiens aiment beaucoup voyager aux States. Il y a beaucoup de vols vers les States. Pourquoi ne pas parler de voyage? Et j'ai eu le déclic en allant à Las Vegas une fois avec ma copine durant un road trip. On va dans un hôtel et j'utilise ma technique préférée pour obtenir un surclassement dans la chambre d'hôtel où je glisse un billet de vin discrètement à la personne au comptoir en lui demandant « Do you have any upgrades available ?» Est-ce que tu as un surclassement dispo? Et 3 fois sur 4, à Las Vegas, ça marche. On a une chambre vraiment inutilement énorme. Une suite pour 2 personnes. Il y avait 2 chambres, mais c'était magnifique, belle vue. Et je me suis dit, je vais en parler. Je sors mon téléphone et je m'enregistre en disant, si vous venez à Las Vegas, que vous voulez une chance de surclassement, faites ça. Donnez un $20 au moment du check-in. Il y a de grandes chances que ça marche. La vidéo, elle marche super bien. Ça plaît. Je commence à recevoir des retours les prochaines semaines me disant, ça a trop marché, merci Takei. Et c'est ça qui m'a vraiment donné envie de continuer. J'ai eu un impact réel sur le voyage de plusieurs personnes. T'as des Tahitiens qui ont fait la même chose. Plusieurs. Ah ouais, c'est fou. Hein. Je reçois toujours des messages aujourd'hui me disant merci Takei, on a une super vue sur le strip, on a une chambre de luxe alors qu'on a payé le prix le plus bas, ça fait carrément plaisir. Mais ça doit te faire super plaisir justement les vidéos que tu fais sur les réseaux sociaux et que tu fais ça pour les Tahitiens, pour tout le monde, mais ça doit être gratifiant pour toi d'avoir des retours positifs, quoi. Sur cette première vidéo que tu avais fait, est-ce que ce déclic t'est venu pour continuer justement à donner d'autres tips un peu à tout le monde? Ouais, carrément. C'est venu assez vite. Dès que j'ai vu l'engouement pour ce type, j'ai commencé à réfléchir à d'autres thèmes qui pourraient aider un Tahitien qui arrive aux US en voyage et qui veut mieux profiter, ne pas se faire arnaquer, économiser et juste profiter d'un voyage qu'il a souvent économisé pendant plusieurs mois, voire des années pour le faire. Et je me souviendrai toujours de ma première fois à Los Angeles. Il m'est arrivé quelques problèmes et je voulais vraiment éviter ça à tous les Tahitiens qui voyagent dans mon pays. Alors, mon pays, c'est ici, mais c'est aussi les US. Et ça fait toujours plaisir quand quelqu'un vient chez toi, qu'il s'amuse, qu'il s'est plu, qu'il a des souvenirs à vie. Ok. Quand tu as commencé à faire Takei Travel, tu te posais beaucoup de questions. On s'était vu et revu, justement. Et tu me posais cette question comment, en fait, tu pouvais gagner, en vivre, justement. Et est-ce que tu as trouvé cette formule? J'ai trouvé une petite partie de la formule. Je suis très content qu'aujourd'hui, Takei Travel soit mon plein temps, que ça monétise, que ça gagne de l'argent. Évidemment, beaucoup moins que chez Apple, mais c'est quand même 100 fois plus gratifiant que mon job chez Apple. C'est parce que ça te passionne. Ça me passionne, ça aide concrètement les gens. J'ai une proximité avec le public que je n'avais pas chez Apple. Chez Apple, j'étais un tournevis dans le Titanic, une toute petite partie.
une partie importante. Si cette vis, elle sort, peut-être qu'il se passera des choses négatives, mais c'était quand même une toute petite partie du Titanic. Et du coup, j'avais aucune proximité avec le public. J'avais pas l'impression d'avoir un gros impact, alors que maintenant, je vois mon impact, ça me passionne. Je parle de quelque chose auquel je pense moi-même tout le temps. Je voyage tout le temps et c'est ultra, ultra gratifiant. Et en plus de ça, j'ai trouvé quelques moyens de rester gratuit pour le public tout en monétisant. Et c'était ça qui me faisait peur. Oui. Comment transformer des conseils gratuits en un gagne-pain pour moi? C'était c'est une énigme assez compliquée, mais que je commence petit à petit à déchiffrer. D'accord. Est-ce que depuis que tu as créé Atarwa, que tu as créé Teki Travel, tu as des retours? Est-ce que tu as déjà eu des retours? Je me posais tout le temps cette question-là. Est-ce que tu as eu des retours des personnes avec qui tu travailles chez Apple qui te reconnaissent justement et qui disent mais on a travaillé ensemble. Tu as déjà eu un peu ces retours-là ou pas du tout? J'entends souvent ça des gens qui se lancent dans les réseaux. Qu'est-ce que vont penser mes amis, ma famille et surtout mes collègues? Et oui. Ça fait honte. C'est cringe. Oui, j'ai beaucoup d'ex-collègues qui me suivent et qui m'envoient des messages disant « C'est vraiment trop top ce que tu fais ». Et ça fait carrément plaisir. Mais c'est ça. Parce que souvent, ce que j'entends, c'est « Je suis vraiment admiratif que tu sois parti de cette machine ». Ce sont des gens qui sont toujours chez Apple. Ils sont contents d'y être, mais souvent, je ressens un peu du de frustration. FOMO. Comment on dit le FOMO Du fake. FOMO, c'est Fear of Missing Out. Tous m'ont dit, nous, on se demande souvent comment c'est la vie hors de chez Apple. On aimerait aussi partir, mais on a une famille, ça paye bien. Ce serait pas raisonnable de partir. Okay. Toi, tu es parti et tu fais ce que tu veux. Et souvent, les commentaires sont vraiment sympas. Je pense que les commentaires négatifs, ils se les gardent pour eux parce que ça apporte rien. Et maintenant, je m'en fiche vraiment totalement de ce que les gens pensent. Mais c'est pas facile au début. Ok. Ouais. Je te vois dans Teki Travel, je te vois dans les vidéos que tu fais, les posts, newsletters. Comment tu arrives à gérer de faire tes voyages, de te filmer, de prendre le temps de mettre ton micro, de mettre ton trépied, ton téléphone, et en plus, c'est toi qui montes. Comment tu arrives à gérer tout ce programme-là? Tu as du temps pour toi un peu? Enfin, dis-moi un peu. Chez Apple, et même avant à Hawaï, en Californie, pendant mes études, j'ai vraiment bâti une capacité à encaisser le travail, un peu comme vous deux, assez élevée. Ouais. C'est-à-dire que je peux encaisser, comme je t'ai dit, des semaines à 80 heures. C'est pas facile, mais je peux le faire. Et du coup, pour répondre à ta question, j'ai pas l'impression d'être en burn-out. J'ai pas l'impression que ça me prenne du temps que j'aimerais utiliser autrement, parce que tout ce que je fais, ça me plaît vraiment, honnêtement. Ok. Même de monter, même si parfois c'est long, ça me plaît. Oui. De filmer, ça me plaît. Surtout d'écrire, ça me plaît beaucoup. Et du coup, le travail, c'est un peu devenu une partie de ma vie. Et maintenant, je ne vois pas vraiment de différence entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. C'est un peu un mélange des deux. Je sais que beaucoup de personnes trouvent que c'est négatif. Il faut toujours séparer son travail et sa vie personnelle. Mais quelque part, ça t'a aidé justement mon argument, c'est que quand ça te construit, quand ça te plaît, les deux peuvent être mélangés. Exactement. J'imagine que toi, tu vis un peu la même chose. C'est pareil, hein, ouais. Avec les montages, les tournages, mais c'est quelque chose qui nous plaît d'abord. Ouais. Et est-ce que tu as déjà été approché par le Bon Plan ou des personnes qui font justement un guide touristique à Los Angeles ou un peu partout? Est-ce que tu as déjà été approché par ces personnes et notamment par le Bon Plan, Harry qu'on salue, hein? Ouais. Est-ce que tu as déjà été approché par ces personnes-là? Beaucoup moins qu'on ne le pense. Ah, ok. J'ai échangé avec Harry, on est amis. Je respecte son travail. C'est vraiment le pionnier du voyage aux States depuis Tahiti. Lui aussi a une work ethic. Comment on dit en français une work ethic?
un sens du travail ultra, ultra fort. Ouais. Ça, je respecte un max. Mais je t'avoue qu'on ne me contacte pas souvent. Et j'ai l'impression qu'à Tahiti, et peut-être ailleurs, c'est pareil. Les concurrents échangent très peu. D'accord. La bonne nouvelle, c'est que je ne me considère pas du tout comme un concurrent des guides touristiques, Exact. des gens comme Le Bon Plan, des gens comme Heari. Je ne suis pas du tout un concurrent, mais plutôt un complément. Ok. Parce que dans mes conseils, moi, mon but, c'est toujours de donner mes conseils authentiques. Ouais. Et si je pense qu'une personne qui n'a jamais voyagé aux States, qui ne parle pas du tout anglais, devrait plutôt passer par un guide, je le dirais. Si une personne parle plutôt bien anglais, a déjà voyagé plusieurs fois en groupe et est prêt pour sauter le pas et voyager tout seul, je lui conseillerais de faire ça. Ok. Mais je n'ai pas du tout, je suis pas partisan de telle ou telle approche. Mm. Et du coup, j'échange avec très peu de groupes touristiques, mais ceux avec qui j'échange, ben on a vraiment créé des liens très très forts. Ouais. Et je pense notamment à 2 personnes. Je pense à VTA de Honey Travel. Honey Ok. Travel, c'est un groupe Oui. qui amène les Tahitiens aux States. J'ai observé de loin Ok. et je voyais que leur affaire était très sérieuse, D'accord. dans le bon sens du terme. Ils savaient où amener les gens. Tout était bien cadré. Et moi, j'adore ça. Quand quelque chose est bien cadré, surtout en voyage, C'est ça. Ça génial. rassure. Ben, je les ai contactés. Et du coup, en octobre 2026, là, on organise un voyage ensemble Dingue. à Los Angeles et à Las Vegas. Ok. Donc, big up à VTA et l'équipe de Honey Travel. Une autre personne à laquelle je pense, c'est Heyani. Oui. Et elle a une page qui s'appelle Travel by Heyani. Oui. Elle aide les Tahitiens à organiser leur voyage. Elle n'accompagne pas, mais elle va aider à choisir un hôtel, choisir un vol, choisir une voiture de location, échanger avec ses clients pour comprendre leurs besoins et leurs envies. Va dans ce resto. Ah, tu cherches ça comme linge, va là-bas. Elle organise des programmes sur mesure. Wow. Et je suis carrément content de collaborer avec elle, de lui envoyer des clients. Elle m'envoie aussi du public. Et c'est du gagnant-gagnant. Et quand c'est comme ça, quand c'est collaboratif, quand c'est un peu dans l'optique que toi et Eva, Ouais. vous êtes fans, c'est génial. Ben, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'on t'a déjà demandé d'être un guide personnel pour des familles T'as déjà eu cette demande-là? Presque tous les jours, Waouh! dans mes messages privés. Presque tous les jours. Et je le prends comme un énorme compliment. Ça veut dire, OK, Taiki connaît le terrain, on lui fait confiance. Mais ma réponse est toujours, et ça sera toujours, Ouais, c'est pas mon métier. c'est ça. Et j'ai pas envie que ça devienne mon métier. Il y a déjà des gens comme Hani qui le font Yes. très bien. Il y a déjà Heyani qui conseille très bien. Il y a déjà Le Bon Plan qui est là pour vous aider à trouver des bons plans. Je ne cherche pas à faire ce métier. C'est Ouais. pas ce qui me plaît. Je suis assez timide dans la vraie vie, même si peut-être que j'ai pas l'air dans mes Dans les vidéos. vidéos. L'énergie sociale, ma batterie sociale est assez petite. C'est-à-dire que j'adore échanger avec les gens, mais je suis assez introverti, ce qui veut dire que ça me prend beaucoup d'énergie Oui. de passer du temps avec des gens, même si j'adore le faire. Et du coup, d'accompagner quelqu'un en voyage, je pense que ce serait une mauvaise idée pour moi, mais surtout pour le voyageur, parce que je ne serais pas prêt à donner toute mon énergie Oui. pendant un voyage entier. Et c'est tout aussi bien parce que finalement, ce que tu fais sur les réseaux sociaux, donner des conseils, c'est tu aides finalement certains Tahitiens à vouloir se débrouiller seuls. Et ça, je trouve formidable parce que finalement, tu apportes ce truc en plus, comme tu disais au tout début, quoi. Hein. Et je me suis dit, dès que je vais t'avoir, je vais forcément te poser cette question sur tout ce qui se passe à Los Angeles. Ouais. Et je voulais savoir, est-ce que tu dois recevoir beaucoup de demandes, évidemment, mais est-ce qu'il faut qu'on s'inquiète? Est-ce que si j'ai envie de voyager prochainement, est-ce que c'est possible? Est-ce que tu peux me donner un peu l'actualité, justement, qu'il y a en ce moment? Ouais, merci de poser la question. Parce que c'est une question que je reçois depuis ce qui s'est passé en Iran, Ouais. tous les jours.
Et quand je commence à recevoir la même question tous les jours, ben, j'en fais une vidéo, j'en fais une newsletter, du coup je l'ai fait. Donc je vais essayer de retranscrire un peu ce que j'ai dit dans la vidéo. Ce qui est que, de manière générale, si quelque chose te fait peur à l'étranger, parce que tu as vu certaines choses dans les médias, il faut vraiment que tu fasses ce qui te semble approprié pour toi et ta famille. Donc je ne vais jamais dire à quelqu'un, t'inquiète, il ne se passe rien, prends ton voyage, vas-y, continue, tu t'inquiètes pour rien. Je ne vais jamais dire ça parce que chacun a sa propre sensibilité. Oui. Par contre, ce que je peux faire, c'est dire ce que moi je fais et comment moi je pense à la question. Alors si on parle par exemple de la tension, même de la guerre avec l'Iran, moi je continue à voyager comme d'habitude. Pourquoi? Parce que quand il y a un vrai risque, les aéroports, le gouvernement, les compagnies aériennes, c'est pas du tout dans leur intérêt de continuer les vols. Ils vont arrêter les vols. Tant qu'il y a des vols, je pense, pour moi personnellement, le risque est assez faible. D'accord. Du coup, dimanche soir, je vais à San Francisco. Ensuite, je conduis à Los Angeles. Ensuite, je vais à New York. Et ensuite, je vais à Paris. J'enchaîne tout ça en 2 semaines. Et je n'ai aucune inquiétude. Alors, je touche du bois. Ouais. Il peut arriver une galère à n'importe qui, n'importe quand. Quand je prends ma voiture, après, quand je vais en ville, il peut m'arriver une galère. Il peut m'arriver une galère aussi aux States. Mais en analysant la situation, même si je ne suis pas du tout expert en politique, je pense que le risque est ultra faible, connaissant cette situation. Chaque situation est différente. Oui. Dans 6 mois, il y aura autre chose. On me posera la question et j'adresserai ce nouveau problème. Sur ce problème en particulier, je pense que le risque est faible. Moi, en tout cas, je suis à l'aise. Je vais voir ma famille et tout ira bien, je pense. Tu sais, quand on est ensemble, on parlait souvent de ta maman. Et qu'est-ce qu'elle faisait en fait dans la vie? Et est-ce que ce que tu fais, justement, elle en est fière? Oui. C'est pas tous les parents, quand tu décides de quitter une grande boîte prestigieuse comme Apple, qui te soutiendra coûte que coûte. J'espère que c'est la majorité des parents. Mais en tout cas, ma maman a dit, quand je lui ai annoncé que je partais d'Apple, je te fais confiance, mon fils, tu fais ce qui te semble bien pour toi, ta santé, tes projets, tes ambitions. Je suis parti, elle en était fière. Je lance Ataroa, elle en était fière. Je lance Takey Travels, elle en est super fière. Elle est agent immobilier et je la respecte énormément parce qu'elle a monté une boîte à elle toute seule, où maintenant elle a une grande équipe. Elle travaille dur. Elle est ultra intelligente. Elle est débrouillarde. Je suis ultra admiratif. Ce que je fais à côté, c'est easy comparé à ce qu'elle fait. Et maintenant, elle me dit que souvent, quand elle va en visite, quand elle reçoit des clients, on lui dit « Hey, c'est pas ton fils, Takey? J'adore ce qu'il fait. » Et elle me transmet ça à chaque fois. Elle m'envoie des messages, j'ai rencontré quelqu'un qui aime bien ton contenu. C'est la fierté. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Ça la rend trop fière. Et je suis trop content de ça. Ouais, merci. Et t'as combien de frères et sœurs, toi? Ouais, j'ai 2 demi-frères. Un qui habite aux États-Unis, du côté de mon papa, qui est américain, qui est 100% américain, qui est venu à Tahiti, tu vois, une fois, qui ne parle pas un mot de français. Et après, j'ai un demi-frère local et une demi-sœur locale du côté de ma maman. D'accord. Et ce frère en particulier, j'avais vu une vidéo de toi et lui. C'était quand il était venu à Papeete. C'est bien de lui qu'on parle. Oui. Ok, super. Quel est son retour justement de tout ce que tu as pu faire? Lui aussi, il doit te soutenir dans tout ce que tu fais. Je vais le voir la semaine prochaine. Et donc, ça me met le sourire au visage parce que j'adore passer du temps avec lui. On est ultra proches, même si on a énormément d'écart d'âge. Il a 17 ans de plus que moi. D'accord. Donc, mon très grand frère. Lui, c'est un peu un enfant dans l'âme. Et il sera toujours un enfant dans l'âme. Il adore rigoler. Il adore jouer aux jeux vidéo. Il se prend pas au sérieux. Top. Il peut être ami avec n'importe qui à n'importe quel moment. Et du coup, lui, ce qu'il dit toujours pour me taquiner, c'est... Parce que lui, il a une carrière très traditionnelle. Oui. Il travaille dans la même boîte, dans un hôtel, depuis plus de 20 ans. D'accord. Et il me voit faire tout ça et il me dit, mais comment tu arrives à chaque fois à... En anglais, il dit « fall backwards into money », c'est-à-dire un peu
tomber par hasard dans une carrière qui te fait de l'argent. Comment tu arrives à passer de Apple à un jeu de société à ça? Et je sais qu'au fond, il est carrément admiratif et il est fan. Il adore aussi figurer dans les vidéos. Il regarde toutes mes vidéos. Mais il est assez, étant traditionnel, niveau carrière, il est assez, je pense, surpris et peut-être impressionné par un peu ces choix totalement random que j'ai fait dans ma vie. C'est top, ça. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question, mais je pense que oui. De passer de Apple à Atarwa et à Take It Travel et être contacté par cette grande compagnie, ATN, est-ce que tu avais déjà imaginé ça un jour? Ah non, jamais de la vie. C'est dingue, hein? J'avais jamais imaginé déjà faire du contenu. Hein. Ouais. Étant super timide, je n'avais jamais fait de vidéo avant Atarwa. Les seules vidéos que j'avais fait, c'est « Joyeux anniversaire, Tati! Joyeux anniversaire, ça va ?» Et même ça, je me sentais vraiment pas à l'aise. Pas à l'aise. Mais un jour, j'ai pris le pas parce qu'il fallait faire la promotion de Atarwa. C'était dans l'ambition de promouvoir le jeu que j'ai fait ma première vidéo. Ben, j'y ai pris goût parce que, avec les réseaux sociaux, tu as un lien direct avec le public et assez immédiat. On appelle ça en anglais un feedback loop. Le feedback, c'est-à-dire les retours, sont immédiats. Tu fais une vidéo et tu sais immédiatement si c'est une bonne vidéo qui a aidé les gens, qui a fait rire les gens ou pas. Et du coup, tu peux apprendre et itérer très rapidement. Dans un job traditionnel, tu travailles pendant 1 an, peut-être à la fin de l'année, on te dit « Ok, tu as bien fait ça, tu as mal fait ça, continue comme ça, bravo, c'est bien, on te donne un petit bonus. » Dans les réseaux sociaux, tu fais une vidéo, le lendemain, tu sais si tu as fait de la merde. Tu sais si c'est bien ou pas bien, tu sais ce qu'il faut améliorer. Et du coup, tu peux facilement améliorer si tu prends en compte ces retours. Est-ce que sur toutes les vidéos que tu as pu faire, tu as eu des choses assez trash, assez négatives? Est-ce que tu as déjà reçu ça Je pense que ça arrive à tout le monde. Hein? Oui. Donc oui, ça m'est arrivé, bien sûr. Comment tu arrives justement à passer au-dessus de ça? Parce que c'est vrai que c'est pas facile. Justement, tu donnes ton temps, tu donnes des tips, des petites astuces et finalement, tu as ce genre de commentaire qui vient un peu casser un peu ta positive vibes. Mais comment tu arrives à gérer ça en fait? J'arrive pas à gérer ça. Et du coup, quand ça m'arrive, je pose la question à des gens comme toi ou mes proches pour avoir leur avis. Et c'était une question qui était très importante pour moi de vous poser à vous deux. C'est comment vous gérez les retours négatifs. J'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup, mais je sais que quand il y en a, ça fait mal. Comment vous gérez? Et du coup, j'aimerais bien que tu me rappelles un peu ta réponse parce que ça m'a beaucoup aidé. Au début, avec Eva, c'est vrai que de s'exposer sur les réseaux sociaux, c'était quelque chose qu'on aime, qu'on continue à faire, de faire des petites vidéos. Au début, ça a été compliqué, surtout quand on a commencé à se lancer un peu dans la musique, parce qu'on regarde ce qui se fait à l'extérieur, aux États-Unis, on veut essayer de faire la même chose, apporter ce truc-là américain à Tahiti. Et on a reçu beaucoup de commentaires assez négatifs. Et c'est vrai qu'au début, ça plombe ton moral, parce que tu dis, waouh, mais j'aime ce que je fais, mais c'est vrai qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais en fait, petit à petit, c'est là qu'on s'est rendu compte, par exemple pour Eva, quand elle a commencé à faire la météo, et que finalement, les gens se sont rendus compte que, ah ouais, elle parle super bien son tahitien, en fait. Et là, il y a eu, moi personnellement, j'ai vu qu'il y a eu énormément de respect de ce côté-là. Donc, il y a eu de moins en moins de personnes qui commençaient à venir l'embêter ou quoi. Je trouve qu'on nous catégorise vite quand on fait quelque chose dans la vie. On va faire ce genre de musique. Ah, ben, ça fait que ça. Non, on fait plein de trucs à côté. Moi, j'ai voulu un peu casser ce côté rappeur que j'avais parce que j'aimais bien m'habiller style 50 Cent et tout. J'avais des grosses chaînes à l'époque, des casquettes et je me suis dit que quand j'avais postulé pour un casting pour faire justement une série télévisée qui passait à la télé, je pense que dès que j'ai commencé moi à casser mon image, à montrer que je fais pas que ça, je peux faire de l'humour, je fais de l'autodérision. Et dès que j'ai commencé à faire de l'autodérision
à me moquer de moi-même, de nous. Les gens, ils pouvaient plus rien dire de mal parce que finalement, ça nous atteignait plus. Mais quelque part, je pense qu'il faut avoir quand même ce genre de commentaires pour se dire qu'effectivement, on peut pas plaire à tout le monde. Mais pour gérer ce genre de commentaires-là, finalement, tu peux que faire le choix de ne pas lire, en fait. Tu sais qu'il y en aura. Dès que tu vas commencer à avoir des choses un peu négatives, tu n'as même pas encore tout lu ce qu'il y avait écrit, tu passes à autre chose, quoi. Parce que c'est vrai que c'est bizarre le cerveau, comment il est fait, mais tu as des millions de commentaires positifs qui sont là. Ils aiment ce que tu fais, ils aiment ta personnalité, l'énergie que tu dégages, mais tu vas rester focalisé sur un seul commentaire négatif. Et en fait, c'est toi qui fais le choix de rester dans mal ou de passer à autre chose, quoi. Ouais. Et c'est là qu'on a relativisé avec Eva et de se dire qu'on va pas rester focalisé sur un commentaire négatif et qu'on va prendre tout ce qui est positif pour nous aider justement à aller de l'avant, quoi. Ouais. Donc c'est comme ça un peu. Merci pour tes conseils, ça m'a beaucoup aidé. Ces conseils-là qu'on avait évoqués lors d'un repas roulotte. Quand tu évoques le fait qu'un commentaire négatif peut annuler des centaines de commentaires positifs, ça me rappelle un fait en psychologie. Moi, j'ai étudié la psychologie, j'adore, qui explique qu'on a plus tendance à vouloir éviter la douleur que de chercher le plaisir. Et du coup, l'idée que j'ai toujours en tête, c'est, imagine, là, toi et moi, on est à 0, c'est-à-dire on est bien. 10, ça veut dire on est le meilleur jour de notre vie, et moins 10, c'est le pire jour de notre vie. Ensuite, tu trouves un billet de 1000 francs par terre. Là, ça te met à 5, tu es content. Mais si tu te rends compte que tu as perdu 1000 francs, ça va pas être l'équivalent, ça va pas être moins 5, ça va être moins 8. C'est pire de perdre quelque chose que d'obtenir la même valeur. Et notre cerveau, il est vraiment fait comme ça. Et c'est pour ça que, comme tu le dis, un commentaire négatif peut vraiment ruiner ta journée, alors que 1000 commentaires positifs, c'est OK, c'est bien, c'est cool. C'est dur parce que c'est un travail à faire sur soi-même, justement, de changer ça. C'est toi qui as la clé, en fait, de savoir si tu as envie de rester sur ce commentaire négatif. Et en fait, c'est toi qui as la clé de te dire, non, tu passes à autre chose. C'est un concept qui m'a beaucoup aidé, c'est que les commentaires négatifs viennent très rarement d'en haut, ils viennent toujours d'en bas. C'est-à-dire que si tu as quelqu'un qui fait ce que je fais, qui est carrément bon, qui fait peut-être ça en France, qui est très connu pour ça, lui, il va jamais venir m'embêter avec des commentaires négatifs. Il a sa life à vivre, il est déjà occupé. Lui, il veut booster les gens. En général, les avis négatifs viennent de gens qui veulent être à ton niveau. Ceux qui ont déjà ton niveau ou plus haut, ils vont pas s'embêter à venir t'embêter toi. C'est ça. Ça vient toujours du bas. Et ça m'a vraiment réveillé en me disant, quand j'ai un commentaire négatif, ça vient du bas. Ça vient de quelqu'un qui veut ma vie, qui veut se lancer aussi, mais qui a peur de le faire. Et du coup, il ne mérite pas mon attention. Et l'autre chose qui m'a beaucoup aidé, j'ai fait l'allusion un peu au régime. La meilleure façon de ne pas démolir un ice cream, c'est juste de ne pas l'avoir chez soi. Ouais. Si moi, j'ai un paquet de cookies dans mon placard, il va disparaître. Je vais le manger. Mais si je dois carrément prendre ma voiture pour aller au magasin pour chercher des cookies, je ne vais pas le faire. Et du coup, j'ai instauré plein de systèmes dans ma routine où je ne vois même pas les commentaires. Que ce soit positif ou négatif, j'essaye de ne pas les regarder. Et je fais plus qu'essayer, je mets des systèmes en place où j'efface les applications. Je ne peux même pas les voir, même si j'ai envie. Okay. Il faut carrément retélécharger l'application. Et ça m'a beaucoup aidé aussi. Quels sont les... on va parler un peu positif. Quels sont les commentaires que tu as pu avoir depuis que tu as fait Take It Travel et qui t'a vraiment boosté et donné du peps, quoi? Bon, je vais penser à un exemple qui m'est arrivé avant-hier. Hein. Il y en a plein d'autres. Mais quelqu'un m'arrête dans la rue à Tahiti, hein, juste au fond de mer. « Hey, c'est toi, Take It Travels. Je voulais juste te remercier. Je suis allé à LA avec ma fille et on a choisi un hôtel que tu as conseillé. J'ai dit, super, quel hôtel? Great Wolf Lodge. » Et elle a adoré. Elle s'est tellement amusée.
Elle a passé un séjour dont elle se souviendra toute sa vie. Merci beaucoup. Et c'est ce genre de commentaires-là. Je peux copier-coller sur d'autres thèmes. On a trouvé ce resto grâce à toi. C'était notre anniversaire de mariage. Et ce resto était incroyable. Merci beaucoup. C'est ce genre de commentaires qui me booste toujours. Wow, ça c'est... Là, tu te dis, tu as tout gagné, quoi. Ouais. Est-ce que tu as, dans tes voyages, tu as déjà eu des choses comme je sais pas, des braquages, je dis n'importe quoi, Ouais. ou bien il y a eu des scènes assez violentes que tu as déjà vécu ça aux États-Unis? Tu as déjà vu ça? Oui. Alors, j'habite aux États-Unis. J'ai habité pendant 20 ans. J'habite toujours là-bas, même si j'ai vécu en Europe aussi quelques années. Et oui, j'ai vu des scènes dignes de films, Wow. mais beaucoup moins qu'on ne le pense. D'accord. Moi, la première fois que je suis allé aux States, j'avais en tête le film Training Day, Ouais. Denzel Washington, Yes. qui est un peu parle de deux policiers à Los Angeles. Et j'étais aussi très fan, peut-être comme toi, de rap américain, surtout de West Coast rap, Dr. Dre, Snoop Dogg. On écoutait ça beaucoup à notre époque à Tahiti. Mais mon premier CD, d'ailleurs, je crois que c'était un CD Dr. Dre. Je déconseille aux parents d'acheter ça à leurs enfants. Hein. Mais pour moi, les États-Unis, c'était des gangs, de la violence, des flingues, tout ça. Et j'avais peur quand j'ai atterri à Los Angeles pour la première fois. Et je me souviens avoir dit à ma maman, mais c'est calme. Il y a de l'herbe, il y a des jolis paysages. On m'a vendu un truc faux. Alors oui, il y a des endroits dignes de Training Day à Los Angeles, dans toutes les villes, même là où j'habite à Philadelphie. Il y a un endroit très, très, très glauque, très dangereux au nord de là où j'habite. Et donc, j'ai vu des choses comme, par exemple, à San Francisco, quand j'y habitais, on m'a braqué ma voiture, on a cassé ma voiture 3 fois pour voler des affaires, même juste mon lecteur CD qui valait pas grand-chose. San Francisco, c'est un peu la capitale du braquage de voitures pour voler des choses. Ça m'est arrivé 3 fois. Ça fait pas plaisir. Tu te sens un peu... tu te sens vraiment... Ouais, on a touché à ton intimité, quoi. Exactement. Mais c'est pas très grave. Il n'y a pas mort d'homme. Souvent, dans les transports en public aux États-Unis, tu vois des choses comme des drogués. J'ai vu même quelqu'un se shooter dans la station de métro. Je vois ça assez souvent. Il y a quand même un problème de drogue aux États-Unis, dans les grandes villes surtout. Donc, je vois ça presque au quotidien. Mais ça n'enlève pas tous les côtés positifs Et oui. que je vois dans ma vie aux States, où je me sens libre, où j'ai mes petits plaisirs à moi, ma salle de sport, mon café, mes boutiques, mes amis, mes balades, mes road trips, mes voyages. Ce que j'ai évoqué, comme tu as posé la question, ça arrive, oui. Ça arrive beaucoup moins qu'on ne le pense. C'est moins violent qu'on ne le pense. Je n'ai jamais vu quelqu'un sortir de sa poche. On pense, avant d'aller aux États-Unis, que tu vas au Texas, tu vas voir ça partout. Ouais. Je n'ai jamais vu, en fait. Je n'ai jamais vu de poupoui. Et tant mieux. Tant mieux. Je te souhaite pas du tout. Hein. Et est-ce que, tu sais, avec le fléau qu'il y a en ce moment à cause du ICE, est-ce que tu as déjà été approché par des personnes justement pour, vu que tu as les deux nationalités, tu as Tahiti et puis, tu sais, je me suis toujours posé cette question, je me suis dit, quand je vais te voir, je vais te poser cette question de savoir si tu as déjà été approché par des personnes un peu louches, justement pour te demander de ramener telle valise ou des choses comme ça. Ça t'est déjà arrivé, ce genre de choses? Oui. Ah ouais. Et ça arrive aussi sur mon groupe Facebook. J'ai un groupe Facebook où le but, c'est l'entraide pour les Tahitiens qui voyagent aux States. Ah, qui a testé cet hôtel? Qui a testé ce resto? Comment on fait pour avoir un billet pour la NBA? Et souvent, on demande, est-ce que quelqu'un peut ramener un colis? Alors, je pense que 99 fois sur 100, c'est totalement innocent. Mais je suis content de confirmer que plus personne n'accepte ce genre de demande parce que trop de personnes ont été manipulées de cette façon. Eh oui. Moi, j'ai quand même remarqué des choses un peu louches. Une fois, je suis à Los Angeles et je reçois un appel sur Messenger de quelqu'un que je ne connais pas. Pourquoi on m'appelle? Et on m'appelle et on me dit « Oui, Teki, désolé de t'embêter. Je viens d'atterrir à Los Angeles et je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas de voiture. Est-ce que tu peux m'aider à trouver une voiture qui accepte de l'espèce ?» Je lui demande bon, déjà, franchement, c'est pas cool de m'appeler comme ça, mais je vais t'aider. Pourquoi t'as pas loué ta voiture avant? Ouais, non, c'est un voyage de dernière minute. On a pris nos billets hier soir, mais on peut pas payer en carte. On a que de l'espèce.
T'avais compris. Je pense que j'ai compris. J'ai peut-être tort, mais je pense que j'ai compris pourquoi elles sont aux States. Et du coup, là, je vais faire ma conversation. Je peux pas me mêler là-dedans. Ouais. Parce que c'est vraiment un fléau que j'aimerais aussi aider à ma petite manière de contrer. Parce que je vois un peu les dégâts qu'ont fait la drogue dans certaines villes aux États-Unis. Ouais. Je vois aussi, du côté positif, certaines villes qui ont vraiment réussi, comme Portland, qui a vraiment réussi à contrer ce problème. Le même problème qu'ici. À Portland, c'était vraiment très, 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 dans l'Oregon, très sérieux là-bas. Et grâce à plusieurs mesures, on a vraiment réussi à pas éradiquer le problème, mais à vraiment contenir le problème. Et du coup, j'aimerais, à ma manière, peut-être participer. J'ai plein d'idées de vidéos pour montrer jusqu'à où ça peut aller, qu'ont fait les villes américaines pour contrer ce problème, qu'ont fait les villes qui n'ont pas réussi pour qu'on ne fasse pas la même chose. Donc, j'ai plein d'idées en tête pour aider à ma manière. OK. À chaque fois que tu reviens des États-Unis, est-ce que le fait d'avoir créé Take It Travel et le fait de faire beaucoup de vidéos justement à Los Angeles, le fait que tu reviennes ici, c'est t'es plus souvent contrôlé par la douane? Pas du tout. Ah ouais? Ouais. Alors, je voyage ultra léger. Oui, c'est vrai. Je crois que je voyage, mais tous mes derniers voyages, c'était avec juste une valisette et un sac à dos. J'aime voyager léger parce que physiquement, c'est plus facile. J'achète pas grand-chose. J'ai ce qu'il faut la plupart du temps. Je fais pas beaucoup de shopping. C'est moins cher de voyager léger. J'ai pas à payer des frais de bagages. Et du coup, en tant que douanier, je pense, tu dois quand même ne pas contrôler tout le monde. Tu dois quand même choisir tes cibles, on va dire. Entre moi qui a une valisette et quelqu'un qui a 15 valises, je pense que le choix est assez vite fait de contrôler la personne avec 15 valises. OK. Je me mets dans la peau du douanier, je ne sais pas comment ça fonctionne du tout. Mais non, on me contrôle pas plus. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on me contrôlait, j'ai rien à me reprocher. Donc oui, voilà. C'est cool. Mais non, ouais. Je pensais la même chose que toi avant. Je pensais qu'on allait plus me contrôler, mais du tout. Ouais, c'est pour ça que je me suis dit, je vais te poser la question. OK, super. Et quels sont tes projets à part Take It Travel? Est-ce que tu as d'autres projets? Est-ce que tu as d'autres choses que tu veux mettre en place ou tu restes sur Take It Travel pour le moment? Pour le moment, je suis focalisé sur Take It Travel. Je veux que ça devienne vraiment l'endroit de prédilection pour avoir les meilleurs conseils si j'organise un voyage aux States. Et je me focalise là-dessus à 100%. C'est mon plein temps. J'ai évidemment des amis, une famille que j'adore et avec qui j'essaie de passer le maximum de temps. J'ai des amis un peu partout dans le monde du fait que j'ai vécu un peu dans plusieurs pays. Du coup, c'est dur de les rassembler tous. Et donc, souvent, je vais voyager pour les voir. Mais en termes de vie pro, Take It Travels, à 100%, ouais. Ok, super. Ok, Take It, je te remercie. Merci pour ton temps. Merci à toi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et j'espère que... Moi, ce que je peux te souhaiter, que le meilleur. Voilà, et de continuer à nous faire de super vidéos. Mais merci en tous les cas d'être venu. Merci à toi, Yano. Toujours un plaisir, vraiment. Et bien voilà, on est déjà à la fin de ce podcast. Encore un grand merci à Teki qui était notre invité aujourd'hui. Un grand merci à notre partenaire qui est Nice People Tahiti qui m'habille pour chaque épisode. Un grand merci à l'équipe de production. Et vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes. Quant à nous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur EM Podcast.